Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. Cette semaine, un guide sur les différents types de cabinets vient tout juste de sortir. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Je vous invite dans ma conversation avec Chimeli, avocate en financement de projets, infrastructure et énergie, fraîchement arrivée chez Linkletters. Chimé nous explique en quoi consiste cette matière, quels sont les interlocuteurs avec lesquels elle travaille et les enjeux extra-juridiques, politiques et étatiques que tout cela implique. Avec le recul de 7 années d'expérience, Chimé nous parle des questions sur lesquelles elle aurait aimé être orientée dès ses débuts pour construire son chemin professionnel d'avocat entrepreneur et nous livre dans le même temps ses conseils. Pour résumer, s'entourer et poser des questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chimay. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Non, merci de m'avoir invitée surtout. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? C'est une question très intéressante parce que j'étais pas déterminée de devenir avocat. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait les études de sciences politiques. Je voulais faire la relation internationale et m'intégrer dans une institution internationale. Mais au final, je me suis dit peut-être faut que je fasse quelque chose de plus concret. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit qui me semble un peu plus concret, à la fois aussi théorique, qui est un bon compromis entre ce qui est trop superflu et le côté trop pratique. C'est pour ça que j'ai choisi de faire les études de droit. Et ensuite, je me suis juste portée par la vie et je passais le barreau et devenir avocat. Ok, donc tu t'es laissé porter un petit peu et en fait, c'était un peu le chemin tracé une fois qu'on commence les études de droit. Ok, donc du coup, tu passes le barreau, tu deviens avocate et c'est quoi tes premières expériences, dans quoi tu te spécialises et quel type de cabinet tu vas commencer à rejoindre ? Quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit, je suis toujours intéressée par l'aspect international et de vouloir vraiment faire quelque chose qui a un sens. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie de travailler sur les projets internationaux qui vont contribuer d'une certaine mesure à l'économie des pays en voie de développement, parce que moi-même, je suis chinoise, donc je viens d'un pays en voie de développement à l'époque. Et donc, en plus, j'ai eu mon père qui travaille en Afrique depuis plus de 20 ans, donc c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le développement et le financement des projets d'infrastructure. Ok, donc dès que tes premières expériences, tu t'es dit je vais commencer là-dedans, tu n'as pas eu de moment où tu as testé d'autres spécialités, tu t'es dit côté international et côté pays en développement, c'est ce vers quoi je veux aller. C'est ce que je voulais faire, mais c'était difficile pour moi de vraiment trouver mon premier stage dans ce domaine et aussi de trouver une collaboration. Donc, Qu'est-ce qui a été difficile ? C'était difficile parce qu'à l'époque, quand on a fait Sciences Po, quand j'ai cherché mon premier stage, je me souviens qu'on me demandait mais on ne savait pas qu'à Sciences Po on fait du droit, et en plus on n'avait pas une licence de droit, donc c'était très difficile de trouver un stage, mon premier stage en tout cas, et ensuite de trouver un stage pour faire le développement de projets d'infrastructure, c'est encore plus difficile parce que c'est un marché un peu plus petit. Du coup, j'ai commencé par les stages en corporate, en M&A, et ensuite j'ai même fait mon PPI à l'AMF. Toujours beaucoup de chance et le fait de rencontrer les personnes intéressantes qui m'ont beaucoup aidée. Et au final,
J'ai postulé chez Auric à l'époque. Plusieurs fois, j'ai postulé, je pense que 3 fois pour mon stage là-bas. Et au final, peut-être ils ont été touchés par mon insistance. Du coup, ils m'ont pris en stage final. Ok, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire après un refus. Il ne faut jamais lâcher l'affaire, oui. Et parfois, on est... Comme je pense que souvent, les avocats, on a commencé par les belles études et on n'a pas trop l'habitude d'être refusé. Et donc, je me souviens que c'était dur au début. Je me suis dit, j'étais refusée. Genre, j'ai pas l'habitude d'être refusée. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, c'est normal, en fait, tout le monde est passé par là. Et ouais, voilà, la persévérance est importante. Oui, tu es restée un petit moment en plus chez Auric pour ta première collaboration. Oui, je suis restée 1 an et demi et ensuite mon équipe est partie pour fonder un nouveau cabinet qui s'appelle Asafo, qui est dédié uniquement aux projets en Afrique. Et je les ai suivis dans cette nouvelle aventure et c'est comme ça... J'ai changé de cabinet au bout d'1 an et demi pour en fait, en une sorte, créer ce cabinet nouveau à l'époque. Très, très intéressant. Et comment, est-ce que je peux te demander un petit peu, on parlait de projets, d'infrastructures, etc. C'est des mots qu'on entend régulièrement, mais concrètement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de types de projets ou de types de clients avec lesquels tu étais amenée à travailler alors à l'époque ou encore aujourd'hui parce que tu es toujours dans ces matières-là? Ouais. Donc quand j'étais chez Auric et chez Asafo, j'ai beaucoup travaillé sur les projets miniers. Donc on conseillait beaucoup les gouvernements africains comme la Guinée ou la RDC pour les accompagner dans le développement de leurs mines parce que souvent ce sont des pays qui n'ont pas assez de ressources pour investir dans leurs ressources naturelles, donc ils étaient obligés de coopérer avec les investisseurs. Donc on les conseille dans le cadre du montage de leurs projets. Et ensuite, quand j'étais chez Wiki après, j'étais amenée à faire plus d'infrastructures comme les projets d'aéroports ou des autoroutes, les hôpitaux et plus récemment les projets renouvelables. Ok. Et donc du coup, j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais que c'est des gros projets avec des gros montants ou au-delà des montants pécuniers, c'est des gros enjeux de politique internationale. Vous devez être, j'imagine, plusieurs équipes sur les dossiers. Comment ça s'agence? Alors aujourd'hui, tu as plusieurs années d'expérience, mais comment, jeune collaboratrice, tu prends ta place ou tu essaies en tout cas de prendre une place dans ces projets-là? C'est l'aspect qui est très intéressant dans le développement ou le financement d'un projet. Comme tu avais dit, on travaille avec d'autres équipes. Moi, j'étais souvent amenée à travailler avec l'équipe du droit biblique pour par exemple, rédiger un contrat de concession avec l'État pour négocier un contrat de concession, par exemple. Et aussi, on est amené à travailler avec les conseillers techniques et financiers pour comprendre les enjeux techniques derrière un projet. Par exemple, quelles sont les contraintes techniques qui vont impacter les revenus d'un projet, quels sont les cas où le projet va être tombé en panne et on ne peut plus générer de revenus. Et aussi, on travaille beaucoup avec le conseiller financier pour mettre en place les mécanismes pour surveiller le bien-être d'un projet, pour assurer que dès qu'il y a un problème financier, tous les parties peuvent intervenir pour trouver les solutions ou les plans de rémédiation. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler. C'est très éloigné de ce qu'on a dans l'imaginaire collectif sur être avocat. Oui. Voilà, alors avocat contentieux, mais même au-delà du contentieux, de juste écriture de contrat ou ce genre de choses. Là, t'es vraiment dans un support sur l'opérationnel pur des entreprises. Oui, on est vraiment en support avec d'autres conseillers, par exemple le conseiller technique, conseiller financier, et aussi pour trouver des solutions pour répondre aux besoins du client, parce que c'est eux qui connaissent
le mieux leur métier et leur business model. Et on est là pour les orienter, pour trouver la meilleure solution juridique pour assurer la pérennité de leur projet. Ouais. Et la sérénité La sérénité aussi, ouais. J'imagine. J'aimerais m'intéresser un petit peu, là tu nous as parlé de ton parcours et de l'évolution, donc t'es partie d'abord dans un cabinet qui s'appelle Auric, t'es partie avec ton équipe chez Asafo, puis tu le disais chez Willkie Farr. Ces 2 temps ont été un petit peu différents, j'imagine. Comment tu as vécu justement la création d'un cabinet en tant que dans les chaussures d'une collaboratrice, encore jeune collaboratrice, et après on s'intéressera justement à côté un peu plus classique d'aller postuler pour un nouveau cabinet. C'était très intéressant de participer au montage d'un cabinet d'avocats. On a commencé par choisir les logiciels qu'on allait utiliser, par exemple les choses tout simples, comment on va enregistrer les documents, créer des différentes versions pour permettre des collaborateurs de travailler ensemble sur un dossier, les logiciels pour enregistrer les heures, et ça m'a beaucoup appris justement sur aussi les aspects marketing d'un cabinet, le business model d'un cabinet d'avocats, et comment un cabinet s'assure que les taux horaires sont rentables, quels sont les périmètres à prendre en compte. Mais donc c'était super intéressant. Ouais, donc tu avais la vision un peu 360 du métier. Parfois on peut reprocher quand on est un peu plus jeune ou qu'on est dans une très grosse machine de voir qu'un aspect très technique, alors que ça reste un métier, aussi on fait du commerce, où on construit une entreprise. Donc vous avez été, même jeune collaborateur, très intégré dans ce processus-là. Oui, au début, c'était même pour visiter les locaux, pour les questions sur le bail, et toutes ces questions-là, on ne voit pas au quotidien quand on était dans une grande structure. Et c'était une bonne occasion pour comprendre comment marche un cabinet d'avocats. Et aussi, comme vous avez dit, en fait, les avocats, nous sommes des entrepreneurs. Donc la question de profitabilité, rentabilité est vraiment au cœur de notre métier. Ouais, elle est souvent un peu taboue. Exactement. Alors que c'est le cœur du métier, effectivement. Et t'as pas eu une appréhension, justement, au départ, quand on te fait la proposition de partir créer un nouveau cabinet? Je veux dire, Asafo, aujourd'hui, on le connaît, il est établi, il est reconnu. Mais bon, à l'époque, il est en création. Partir d'un cabinet tel qu'Auric pour aller dans cette aventure-là, tu te poses des questions, tu doutes avant d'y aller? Ah oui, bien sûr. J'avais beaucoup douté, et aussi parce que je me suis dit je suis assez confortable dans une grande structure, même si je ne vais pas rester chez Auric. Peut-être j'avais d'autres opportunités pour aller dans d'autres structures un peu plus grandes, mais au final je me suis dit c'est pas tous les jours on a une opportunité pour monter un cabinet avec les collègues que j'apprécie énormément, et aussi c'est aussi la confiance en mes collègues et aussi en mes associés qui m'ont permis au final décider je veux bien faire partie de cette aventure. Ouais, c'est ça, c'est vécu vraiment comme une aventure parce qu'en fait tu faisais confiance à tous ces gens qui sont autour de toi. Ok, très, très clair là-dessus. Bon, et après quelques temps passés là-bas, pourquoi on a envie de changer? Qu'est-ce qui se déclenche quand on est donc collaboratrice, tu devais avoir 3 ans des expériences. Pourquoi on veut changer à 3 ans d'expérience de cabinet? Ça pourrait être pour différentes raisons. Et pour moi, c'était... je me suis dit que j'ai pas voulu être trop spécialisée dans un seul domaine. Mais j'étais très spécialisée en projet minier et projet minier en Afrique. Et à l'époque, je me suis dit... En plus, c'est un marché qui est très cyclique. Les minerais, les métaux, ça suit le cours du marché. Et ça se trouve que aussi il y a beaucoup d'enjeux politiques.
Donc le flux de nos dossiers dépend beaucoup aussi des enjeux politiques, des enjeux économiques. Et parfois, il y a des moments de creux. Et à l'époque, je me suis dit, si je me spécialise trop sur ce domaine, mais peut-être un jour, j'aurai du mal à me reconvertir quand le marché ne va plus, il n'y aura plus de dossiers. Et c'est pour ça, à l'époque, je me suis dit, j'ai envie de continuer de faire des projets dans les pays en voie de développement, mais aussi ouvrir un peu mon expertise vers d'autres infrastructures. Parce que je me suis dit, dans les pays en voie de développement, on a toujours, en ce moment en tout cas, on a toujours besoin de construire des infrastructures comme les routes, les autoroutes, les hôpitaux, les aéroports. C'est moins le cas en France, mais c'est toujours le cas dans pas mal de pays en Afrique. Ok. Donc ouais, cette peur de t'enfermer trop jeune dans une surspécialisation. Oui, tout à fait. Comment du coup on prend la chose? Comment est-ce qu'on va postuler de soi-même? Est-ce qu'on le fait par bouche à oreille? Est-ce que tu t'es dit je vais regarder un peu les classements? Enfin voilà, comment se construit un peu le cheminement et le processus pour changer de structure, de cabinet et les signaux que tu prends en considération? Ouais, je pense que soit on postule nous-mêmes, on fait un petit repérage sur Legal 500, Chambers et tout, et après on trouve les associés en question. Mais souvent, quand on arrive au 3e et surtout 4e année, et on appelle ça le sweet spot, quand on commence à recevoir tous les appels des chasseurs pour nous proposer ah, vous n'êtes pas intéressé par tel ou tel cabinet, telle ou telle équipe qui cherche. Donc je pense que le marché a beaucoup évolué depuis. Et maintenant, je trouve que dans le marché, on trouve pas assez de profils justement des avocats qui ont 3 ans, 4 ans ou 5 ans d'expérience, qui sont déjà assez autonomes et qui veulent vraiment une carrière, devenir associés. Donc c'est pour ça qu'il y a un manque dans ce marché et c'est aussi pour cette raison-là qu'on arrive au 3e, 4e année où on est beaucoup sollicité. Oui, dans mon cas, j'étais sollicitée par un chasseur qui m'ont permis de faire ce processus avec Wiki. Et comment, alors chez Wilkie, tu y restais un moment, donc tu as dû saisir que les critères étaient remplis, mais qu'est-ce que tu regardais? Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu? Qu'est-ce que tu demandais en entretien? Quels étaient un peu les signaux que tu regardais pour te dire ok, ça va coller ou non? Et qu'est-ce qu'à 3 ans d'expérience on va chercher quand on souhaite changer de cabinet? Parce qu'on ne change pas pour retrouver la même chose que ce qu'on avait. Exactement. Donc quand je faisais mon processus chez Wiki, ce qui m'intéresse le plus, c'est le type de dossier, donc le type de client. Donc pendant mes entretiens, j'ai compris que c'est vraiment une équipe qui est très très bien cotée sur le financement de projets. Ils accompagnent les fonds d'infrastructure dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, sur tout type de projets, sur les projets d'énergie, les projets d'infrastructure comme nous avons déjà abordé, les hôpitaux, autoroutes, les aéroports et les projets renouvelables. Du coup, c'est vraiment un dossier un cabinet qui ont des dossiers très divers. Et c'est un des critères principaux que j'ai cherché à l'époque, c'est pouvoir m'orienter vers la diversification. Ok. Ouais. Donc tu as été creusé, tu as été posé ces questions en entretien au maximum. Oui. Oui, exactement. Et aussi, j'avais pas mal de chance parce que c'est un petit marché. Donc souvent, on connaît quelqu'un dans l'équipe et donc faut pas hésiter à contacter les gens qui sont déjà sur place, qui sont déjà dans l'équipe et souvent on peut être très surpris du fait que les gens sont là pour nous aider. On oublie parfois qu'en fait il faut pas être gêné de demander l'aide. C'est bien que tu le rappelles et ce que je dis souvent, c'est envoyer un message, la pire chose qui puisse arriver, c'est juste de ne pas avoir de réponse. Oui, exactement. Et souvent on en a une et les gens sont bienveillants. Oui, les gens sont très bienveillants et
Et parfois, on a oublié qu'en fait, les avocats, on a tous traversé un peu le même parcours, les mêmes expériences, qu'on avait dit être refusé, chercher une collab, chercher des stages. Et donc, on comprend en fait des difficultés. Et c'est pour ça, souvent, on est aussi là, les avocats qui ont un peu plus d'expérience sont là pour aussi donner des conseils, orienter les avocats qui sont plus jeunes. Bon, c'est bon signe. Oui. C'est bon signe. Et est-ce que justement tu te rappelles à cette période, tu as peut-être passé plusieurs processus avec d'autres cabinets, des expériences un peu loufoques ou particulières, ou des choses où tu t'es dit en fait je sais déjà que ça va pas le faire, j'ai réussi à le ressentir, comment tu as pu le percevoir et donc réussir à dire non finalement? C'est une très bonne question parce que effectivement ça m'a pas beaucoup arrivé, mais je me rappelle d'un cabinet. En fait, je pense que c'est juste la personnalité avec l'associé qui n'est pas collée. Et je sentais qu'il y a une sorte de tension, comme je suis chinoise. Mais après, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je sais bien rédiger en français? Est-ce que je parle bien français? Et donc, cette question-là a été posée de manière un peu brutale pendant mon entretien. Et je me suis dit, ok, peut-être c'est pas pour moi, il me fait pas confiance. C'est normal de ne pas faire confiance avec une première impression, mais il faut pas me faire sentir que tu me fais pas confiance, et parce que la confiance est mutuelle. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être c'est pas le cabinet pour moi. Ouais, si on arrive dans quelque chose où on ne se sent pas à l'aise, exactement. Et que la confiance est même pas, on tente même pas de l'accorder, c'est un petit peu délicat. Et c'est normal qu'on teste notre compétence technique. Et même avec Wiki, j'ai passé 5 entretiens avec les associés de mon équipe et aussi de l'équipe du droit public. Et tu trouves que c'est une bonne chose, justement? Je trouve que c'est une très bonne chose qu'on me pose des questions techniques. Ça me donne une occasion de me prouver. Et le fait de passer des entretiens avec d'autres équipes avec lesquelles on va travailler au quotidien, c'est aussi un bon signe parce qu'on peut très bien voir est-ce que la personnalité va coller avec les autres collaborateurs ou avec l'associé en question. Et je trouve que c'est très important. Et parfois, on ignore l'aspect humain de ce métier. Comme on travaille beaucoup, c'est quand même important qu'on travaille avec les gens qui sont agréables. C'est plutôt pas mal. Oui, exactement. Ouais. Sur ce type de matière, quand on arrive dans un cabinet, donc on a 3 ans, puis tu as passé 3 ans dans le cabinet, donc 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'expérience, au-delà du fond technique des dossiers, qu'est-ce qu'on va demander? Est-ce qu'on a envie de prendre une place dans le management des plus juniors? Est-ce qu'on a envie d'apprendre à développer ou de prendre plus de place sur l'échange avec les clients? Ou il y a peut-être autre chose dans le développement interne du cabinet? Qu'est-ce que toi, tu as eu envie de faire de différenciant entre ta première et ta 3e année et puis entre les années où tu étais plutôt middle, comme on le dit? Oui, je pense que quand on est arrivé à middle, c'est un rôle on est un peu senior, donc il faut gérer les avocats qui sont plus juniors et aussi faire le tampon entre les associés et les plus juniors. Et donc on a un rôle de management à faire, de gérer en bas et gérer en haut. Donc c'est un peu plus délicat parce que quand on est des juniors, on a juste notre senior à gérer. Quand on est associé, on a juste les juniors aussi. Quand on est junior, on a juste les associés. Donc quand on est middle, on doit gérer les deux en bas et en haut. Du coup, c'est un peu plus difficile et c'est un rôle qui est assez intéressant. Et aussi, c'est le moment où on se pose la question peut-être maintenant, faut que je pense à est-ce que je veux rester dans ce métier et si je veux rester dans ce métier, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir counsel et associé un jour dans le cabinet ou un autre cabinet? Parce que souvent on oublie quand on a commencé dans un grand cabinet, c'est que la durée de vie dans un grand cabinet est assez limitée. Et surtout dans des cabinets anglo-saxons,
Quand on a commencé en première année, personne nous a dit il faut que tu réussisses à être associé au bout de 10 ans, 12 ans, sinon tu seras obligé de faire autre chose. Et moi, je me suis rendu compte un peu plus tard, vers 5-6 ans. Je me suis dit, mince, peut-être maintenant, il faut que je commence à développer ou il faut que je regarde comment développer pour pouvoir continuer dans ce domaine et dans ce domaine que j'aime beaucoup. Ouais, personne n'est venu en fait t'aiguiller au début, au début et même au milieu de tes collaborations pour justement t'alerter ou en tout cas juste t'indiquer comment sont les règles du marché dans ce type de structure. Et pourtant, c'est des choses qui auraient été intéressantes pour que tu puisses peut-être mettre en place des stratégies de carrière. Oui, tout à fait. Parce que je trouve que c'est aussi peut-être un sujet de tabou. Dès qu'on parle du développement, dès qu'on parle on parle de l'argent, ça devient vite fait un sujet tabou. Et on a juste l'impression que les associés sont devenus associés par miracle. On ne sait pas comment, mais ils sont là. Tu l'as senti, ce tabou? Tu t'as senti une certaine gêne quand toi, peut-être, tu as voulu évoquer ces sujets-là? Ouais, je trouve, ouais. Parce qu'on nous encourage d'aller développer, mais on ne nous donne pas non plus beaucoup de ressources. Donc c'est un peu délicat pour dire, oui, il faut développer, mais quels sont les moyens qui sont mis en place pour nous aider à développer? Parce que en tant que junior ou en tant que middle, on est pas dans le mindset. Personne nous a avertis, comme vous avez dit, il faut aller développer. Et en plus de ça, il faut des ressources pour nous guider, par exemple participer aux conférences, il y a un coût, rencontrer tel ou tel client, il faut du temps, il faut démarcher les gens et aussi avoir une visibilité devant les clients. Et je trouve que souvent on n'a pas assez de ressources pour développer. Et ensuite on est arrivé aux 7 ans et c'est trop tard. On n'avait pas développé. Et comment je sens bien que toi tu t'es posé cette question, que tu as fait ce processus. Comment tu as été chercher et glaner toutes ces informations? Les informations, c'est plutôt mes amis avocats qui ont déjà commencé à réfléchir à ces questions, qui ont mis en place vraiment des stratégies pour développer leur clientèle et qui m'ont averti pour dire que chez moi, c'est pas trop tôt pour commencer à développer ou pour être intéressé par ce genre de sujet, parce que si on veut continuer, c'est la clientèle qui compte, et en plus de notre compétence technique. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à ces sujets et vraiment cherché à apprendre comment faire. Ouais. Et comment, alors ça fait quelques mois, j'ai l'impression que tu es sur ces sujets-là. Comment fait-on? Comment fait-on? Je pense que ça dépend aussi un peu de domaine. Dans mon domaine, c'est un peu plus difficile parce que ce sont des grands projets. Donc, c'est un peu plus délicat pour voir les grandes sociétés pour dire genre bonjour, je suis Chimay, je suis collaboratrice dans un cabinet d'avocats et est-ce que vous êtes intéressé par mon service? Donc c'est un peu plus difficile par rapport, par exemple, si on fait du contentieux, c'est un peu plus facile d'avoir des clients personnels et au fur et à mesure on peut accumuler. Mais en financement de projet, c'est un peu plus difficile et je pense que ce qui est important, c'est aussi de, par exemple, utiliser les réseaux sociaux, d'être un peu plus visible et nous orienter vers les questions qui pourraient intéresser les clients. Et ensuite aussi nourrir notre relation avec nos interlocuteurs dans les grandes entreprises, parce que quand on est junior, on a des interlocuteurs juniors, mais eux aussi évoluent avec nous en même temps que nous. Donc quand on est arrivé un peu plus senior, et eux aussi. Donc c'est important
garde en tête ce networking. Exactement, ce networking, faut pas et ce networking long terme, t'as raison de dire effectivement quand on est un collaborateur première année et notre interlocuteur dans une entreprise est tout jeune aussi, il va pas le jour même nous apporter un dossier, mais la carrière est longue et il saura se rappeler si ça s'est bien passé sans intérêt particulier il y a 7 ans. Tout à fait. Que l'échange était juste sympathique à ce moment-là. Aujourd'hui, tu as changé de structure. Oui, changé de structure. Quel est l'objectif? Comment toi, tu te projettes un petit peu justement sur tous tes projets et pourquoi peut-être, pareil, au bout de 6 ou 7 ans d'expérience, on a envie d'avoir un nouveau souffle sur sa carrière? Je pense que quand j'ai changé, je me suis posé la question justement, quelle est la meilleure structure pour évoluer, pour avoir une perspective de continuer et un jour, je pense que notre objectif ultime, c'est de devenir associé, soit dans un grand cabinet ou peu importe dans un cabinet où on peut avoir notre propre structure. Mais l'objectif ultime, c'est avoir du clientèle et être indépendant. Et donc, quand j'ai changé, je me suis dit peut-être c'est une meilleure structure pour moi de pouvoir avoir plus de visibilité, avoir un peu plus de place pour développer, pour avoir une perspective un peu plus claire, avec un parcours un peu plus tracé pour pour évoluer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé de structure. Et j'aime beaucoup mon ancienne équipe. Mais je pense que quand on est arrivé à 7e année ou 8e année, on commence à se poser la question, mais quelle est un peu notre maison ultime? Où est-ce qu'on pose ses bagages exactement. Et on construit. Exactement. Et c'est intéressant, tu disais que tu t'entendais très bien avec ton équipe chez Woolkey. Moi, j'entends régulièrement des fins de collaboration qui se passent extrêmement mal. Et pour autant, en fait, ça va devenir tes interlocuteurs, j'imagine, sur certains dossiers, etc. Donc, c'est possible de partir en bon terme avec son équipe. Oui, tout à fait. En plus, c'est un marché très petit. Et par exemple... on peut souvent envoyer des dossiers entre nous et c'est souvent le cas dans mon ancienne équipe, il y a souvent des collaborateurs qui sont partis, mais ça ne nous a pas empêché de travailler ensemble, même en face d'un ancien collaborateur. C'est toujours plus sympa de travailler avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Et donc c'est important de partir en bon terme. Mais on en parlait juste avant de commencer le podcast, on disait que c'était quand même une profession individuelle, libérale et tout ce qui va avec, mais où il doit y avoir un très fort esprit d'équipe qui te tient aussi particulièrement à cœur et que tu mettais en avant d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que souvent, comme c'est un métier qui est très exigeant, et les clients sont exigeants, on est obligé de produire très rapidement, travailler très dur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe qui est là pour délivrer le meilleur produit possible pour le client. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaire, avoir une bonne équipe avec les personnes dans l'équipe qui connaissent ce qu'il faut faire pour chacun, et ensuite délivrer un bon produit pour le client. Et c'est important avoir cet esprit de travail et d'équipe, et surtout quand on fait un grand projet. Oui. Où tu peux pas être seul. T'es une pierre à l'édifice dessus, donc il faut avoir une certaine solidarité. Est-ce que, en parlant de solidarité, d'esprit d'équipe, dans ce métier et dans ces matières-là et avec les interlocuteurs que tu as face à toi, le fait d'être une avocate joue? Est-ce que tu vois une différence ou quelque chose ou un effort supplémentaire à fournir? Pour être très honnête, oui. Et souvent, en tant qu'avocate, je donne juste des exemples peut-être qui ne sont pas très pertinents en France, mais souvent quand j'avais des interlocuteurs, quand je travaillais sur les projets dans les pays émergents,
Et les gens, les interlocuteurs, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme avocate. Et ça m'a déjà arrivé que mes clients appellent mes collègues maîtres, alors qu'on m'appelle madame. Ça ne m'a pas gênée au début, mais je me suis dit quand même, je suis une avocate comme mes collègues. Donc pourquoi il y a cette différence de traitement? Et je pense que c'est... Effectivement, il y a des... je trouve qu'il y a vraiment des difficultés qui sont particulières, spécifiques aux avocates, et il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les minimiser non plus. Oui, bien sûr, avec la clientèle, et puis même, j'imagine, alors je ne sais pas si tu l'as encore perçu, mais sur l'évolution, on parlait de gravir les échelons, devenir associé, il y a des enjeux financiers, mais au-delà de ça, il y a aussi peut-être des enjeux encore assez présents aujourd'hui de genre. Oui, tout à fait. Et surtout, je pense que là, j'ai constaté que les cabinets, l'environnement a un peu évolué, mais au début quand j'avais commencé, j'avais pas l'impression qu'il y a un modèle pour soutenir les femmes avocates pour devenir associées et aussi avoir une vie qui est normale. Parce qu'on voyait pas du tout une avocate qui a des enfants, qui s'occupe de ses enfants, ou avoir une vie familiale. On voyait juste les associés hommes qui travaillent beaucoup, mais on voit pas son foyer. Ouais. Donc on voit pas leurs difficultés. Peut-être ils n'en ont pas. Mais ce sont, pour les femmes avocates, c'est vraiment une réalité en fait. Et au début de ma carrière, je ne voyais pas les mesures qui ont été mises en place pour soutenir les avocates, mais maintenant, je vois de plus en plus que les cabinets sont plus flexibles pour accommoder les difficultés des femmes avocates et aussi de les encourager pour être ambitieuses et pour leur dire c'est tout à fait possible d'avoir une famille et devenir associée. Bah, c'est intéressant que toi, dans la posture d'être avocate dans un cabinet, tu commences à le percevoir. C'est rassurant aussi. Ah oui, ça donne un peu d'espoir. Oui, c'est rassurant. Oui, j'étais un peu surprise par ce constat. Et maintenant, on voit de plus en plus d'associés qui ont tout à fait, femmes qui ont tout à fait une vie normale. Et peut-être elles font un peu de télétravail. C'est pas du tout gênant ou mal vu par le reste de l'équipe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir dans cette profession? Que j'arrive à apprendre à développer et travailler sur les projets intéressants et continuer en fait dans ce métier qui m'intéresse beaucoup. Qui te plaît. Qui me plaît. Ça se ressent, c'est très agréable de l'entendre. J'ai hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup d'être venue à mon micro. Merci Eva pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neria-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite.